Audio Jungle. Mercredi, nous sommes, mesdames et messieurs, le 7 février 2018, dans une semaine pile poil la Saint-Valentin. Mais cette année, les hommes ont la chance parce que cette fête coïncide bien sûr avec le début du carême chrétien. Et donc, on sera tous concentrés parce que Dieu d'abord, parce que c'est Dieu qui donne l'amour. Voilà, tout ça pour taquiner. Heureusement qu'on rend le carême à partir de 18h. Oui, okay. Donc, on a la possibilité de célébrer la fête de Saint-Valentin juste après. Oui, mais on va privilégier vraiment la connexion, la pénitence et puis l'amour, ça viendra quelques mois après. Ok, on est d'accord? Ah d'accord. Au menu de ce matin bonheur, un grand verre de Marco avec une très grande dose de Nessie. C'est ce qu'on vous concocte jusqu'à 7h30. C'est en inédit, c'est en direct, n'est-ce pas, mademoiselle? Bien sûr, monsieur. Et c'est une nouvelle émission, un nouveau programme tout aussi diversifié que les autres. Aujourd'hui, mercredi, vous le savez, hein, c'est un programme assez famille. Donc, la thématique tourne autour de la famille. Aujourd'hui, on parlera de la différence, on parlera enfin de la différence d'âge entre les enfants. Est-ce que ça a de l'importance si vous êtes beaucoup plus âgé que votre frère ou votre sœur? Comment l'enfant se sent psychologiquement? On en parlera avec, bien sûr, notre psychologue. Parce que je voulais parler de parlant français. Donc, je me perds dans mon latin. Elle sera là, elle sera avec nous. Chaque faute, c'est 1000 francs. Chaque faute, c'est 1000 francs. Vous en perdez votre baoulé. Mon baoulé. Alors, on aura beaucoup de thèmes. On aura il voit, en griffe, un faux prétexte. Il voit, on entend beaucoup. Hein. Ah oui, on entend. Il voit, il s'assoit, tout ça, on entend. Un faux prétexte, tu es espèce de paresseux, lire sur le journal, donner des exemples de pléonasme. Ce sera donc la quintessence de notre rencontre avec notre spécialiste du parler français vrai. Et puis, écologie également. Écologie, donc on parlera du reboisement, l'importance du reboisement. Et vous le savez, dans Matin Bonheur, il y a beaucoup de reportages qui vous emmènent à travers d'autres pays, vous emmènent vers d'autres cultures. Justement, là, on part à Paris où la voiture de feu Johnny Hallyday est vendue aux enchères. C'est proposé aux enchères aujourd'hui, hein. C'est aujourd'hui, c'est proposé aux enchères, oui. On va faire pour moi. Oui, pour la Saint-Valentin, surtout que c'est en rouge. Ah ouais. Bon, je vais prendre tout le budget de la matinale, tout le budget des salaires des agents de la matinale, et puis je vais mettre Soro Félicité donc, comme témoin pour que vraiment on puisse avoir... Ne soyez pas si modeste. Cette voiture. Vous pouvez me l'offrir, Marco. D'accord. Ne soyez pas si modeste. Bon, puisque vous insistez, bon, officiellement, je l'annonce, ce sera le cadeau de Saint-Valentin de mon épouse. Merci beaucoup d'être en notre compagnie. Matin Bonheur, c'est bien sûr des reportages. Nessie l'a dit, il y a des reportages, il y a tout là-dedans. Le temps pour nous de saluer vraiment tous ceux qui se réveillent. Excellent réveil à tous et à toutes. On espère que ça se passe bien. Et puis, Nessie, il faut saluer des personnes qui nous regardent depuis les hôpitaux, depuis les prisons, depuis des endroits vraiment pas commodes. C'est pas facile. La vie n'est pas facile pour tout le monde. Tout le monde n'a pas cette capacité-là à se lever le matin dans de bonnes conditions. Et nous pensons aujourd'hui à toutes ces personnes en convalescence dans des moments difficiles et sachez que nous sommes de tout cœur avec vous et que nous espérons que vous allez sortir de ces situations difficultueuses. Justement, pour ceux qui sont en bonne santé, c'est le moment de maintenir la forme. C'est pour cela qu'on vous propose la gym. Très bien. Bonjour Nessie, bonjour Marco, bonjour chers téléspectateurs. Alors on continue aujourd'hui avec la Total Body Strength. Aujourd'hui, on va travailler un peu le cardio, un peu la sangle abdominale, d'accord? Pour ça, il vous faut une paire d'haltères ou bien des bouteilles remplies d'eau, de sable, ou bien du sable mouillé dans les bouteilles. Et puis, on part directement aujourd'hui avec la rotation déjà des genoux. Là, allons-y. 1, 2, 3, 4 dans l'autre sens. 1, 2, 3 et 4. On va faire de légers squats en appui sur les genoux là. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, allez courage, 8, 9, ok. Alors, le premier exercice que nous allons effectuer, c'est la montée de genoux, d'accord? On va chercher la vitesse par rapport à la hauteur des genoux. Et lorsque vous levez donc la jambe droite et la jambe gauche, ça fait 1, on va en faire 10, d'accord? Les filles, vous êtes prêtes? Allez chez vous aussi, j'espère que vous êtes prêts. Allez, on y va, 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, super. On prend directement nos haltères. Là, on tend les bras devant, on serre bien la sangle abdominale, on fait rentrer le nombril, on part à gauche là. 1, ok. Allez, on y va. Comme c'est parti. 1, on revient. 2, 3, 4, 5, super. 6, 7, c'est seulement le torse qui bouge. 8, 9, ok, super. Dès que vous finissez, vous gardez un seul haltère en main, là, d'accord? Et on se met en position de pompe. Et là, on prend l'haltère qui reste dans le bras gauche, on le fait passer sous le bras droit. Ça fait 1, et on repart là. 2, 3, d'accord? On en fait 10. Top, c'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, courage, 5, 6, 7, allez chez vous, gardez la même position, 8, ne levez pas le fessier plus haut, 9 et 10, super. Dès que vous finissez, on se rappuie et on repart encore pour la montée de genoux. Allez, 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok, super. Ceux qui sont à la maison qui peuvent faire monter les genoux de manière dynamique. 1, 2, 3, 4, d'accord? Allez, on prend les haltères, on continue avec toujours le travail de la sangle abdominale. On a commencé tout à l'heure à gauche, cette fois-ci on part à droite. Go! 1, 2, 3, la sangle abdominale bien serrée. 4, 5, les bras sont bien tendus. 6, 7, 8, 9 et 10, super. Allez, on garde encore toujours un haltère dans les mains. On se met en position de pompe et on termine. Allez, 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, super. Alors, lorsque vous finissez ces exercices, soufflez, respirez, veillez à bien vous hydrater, d'accord? Et moi, je vous donne rendez-vous demain pour continuer toujours avec le renforcement de tout le corps. Très bonne journée à vous. Allez, ciao! Toutes ces matinales après, mais, franchement, hein, c'est vrai, depuis les saisons qu'on fait les matinales, est-ce que ça vous arrive chez vous à la maison de restituer les mouvements, tout ça, du coach Fabio? Ben, je le faisais quand vous étiez sur le plateau avec Eva. Donc, je prenais plaisir à vous suivre et à reproduire les mêmes mouvements. D'accord. Alors, je ai tout fait pour prendre la place d'Eva, comme ça, et mon cœur en train de balancer. C'est ça, hein? C'est ça. C'est ça. Vous voyez comment vous êtes? Pas tout le temps qu'elle elle se repose. D'accord. Et quand c'est comme ça, quand Fred m'appelle, Marco, ça va? On salue Eva, on l'embrasse. Eva, on fait de gros bisous. On lui fait un gros bisou. Et je dis à Eva que je lui resterai fidèle tout au long de l'intervention de Nissi. Mais Nissi fait partie de la famille. Oui, je suis convaincu, mais je commence à douter. En tout cas, bisous. Merci d'être avec nous. Toute l'équipe là-haut, toute l'équipe au niveau des centres émetteurs, tous ceux qui travaillent le matin, que ce soit à la radio, partout, sont là. Elle vient d'entrer dans ce studio. C'est la star donc du français de Matin Bonheur. Majestueusement, une entrée majestueuse. Une entrée majestueuse. Attention de ne pas se tromper dans le phrasé quand elle rentre, quand elle est là, parce que là, après, voilà, on paye sa cash. On a instauré une amende à Matin Bonheur. Chaque erreur, c'est 1000 francs CFA. Et la dernière fois, Fatim, DJ et Nessie ont payé 14 000. Alors, et moi, comme d'habitude, j'ai payé 56 000. Alors, destination repos à Abidjan. Quand vous voulez vous reposer,
Nessie va à Assini, elle va donc à Sassandra, la magnifique plage, mais il y en a à Abidjan, sur place, qui essaient de prendre du bon temps. Comme Soro Félicité, elle aime beaucoup aller du côté d'Azito. C'est sa destination repos préférée. Regardez. Contempler les clapotements de l'eau et voir les pêcheurs braver la lagune. Un plaisir. Ici, c'est Azito, dans la commune de Yopougon. Tout le long de la lagune, des espaces aménagés pour servir de refuge à celui qui veut fuir l'air pollué et le stress au quotidien. On vient le week-end généralement pour vraiment se mettre à l'aise, s'oxygéner au maximum. Il fuit les 4 murs pour venir vraiment être à l'aise, être en contact avec la nature. Pas de musique, du style tranquille, reposant, comme si on était au bord de la mer. Puis en plus, on est dans un village, donc c'est changer d'atmosphère, c'est changer de cadre simplement. Le week-end dernier, nous l'avons vérifié. L'affluence y était. Mais pour le respect de l'intimité des clients, aucune image n'a été fixée. Aujourd'hui, mardi, sous le calme des cocotiers, quelques couples présents acceptent de nous recevoir. C'est un lieu d'abord qui n'est pas connu du public. Voilà. Et c'est un lieu en tout cas qui est pareil à Tchoubassam. Voilà, quand on voit le cadre, l'eau, c'est vrai qu'ici on ne peut pas quand même nager. Mais en tout cas, quand on voit les atouts qu'offre, j'ai préféré en tout cas venir me détendre ici ce matin. C'est calme, posé, tranquille. Juste pour prendre un petit pot entre amis. Des fois, on fait l'anniversaire ici, c'est tranquille quoi. Le calme, la discrétion, la fraîcheur, même pas que. Au bord de cette eau, on a pensé à presque tout pour garantir l'épanouissement du client. On a des menus africains pour parler de agouti, cabri et autres. Et il y a des grillades aussi pour penser friture de poulet, frites et puis à locaux. On fait du macharon piqué, c'est notre spécialité, le macharon piqué de Tiagba. On fait du lapin, on fait des pintades en braisé, en grillé, sous toutes ces formes. D'ici, on peut même aller plus loin. Une petite balade sur la lagune à bord de ce bateau. Jusque-là, les cités balnéaires, Grand Bassam en tête, sont les atouts touristiques les plus connus de la Côte d'Ivoire. Mais en bordure de la lagune ébriée, on aménage aussi comme on peut pour proposer d'autres destinations. Je te dis, ça fait rêver. Hein. Ça fait rêver. Non, en même temps, c'est extraordinaire. À Je vous ai Yopougon, vu, oui. Yopougon, ce n'est pas que l'euphorie, les maquis bruyants, il y a également le calme, le repos, surtout que c'est du côté de Nyangonor. Vous connaissez bien Nyangonor? Pour la Saint-Valentin, par exemple, faites un effort, vous les femmes. Invitez un peu les hommes là-bas, ça fait quoi? Pourquoi pas? Cette année, surtout que ça coïncide avec le carême, les femmes ont décidé de prendre le pouvoir et d'inviter les hommes. Ça, vraiment, elles le font très souvent. Elles le font. Enfin, bref. Parlons français maintenant avec notre coach en langue, on va dire ça comme ça, Madame Inao Zapé-Rachel. Bonjour, bienvenue chez vous. Bonjour Marco. Alors aujourd'hui, il y a du boulot. Hein. Ils voient un faux prétexte. Tu es espèce de paresseux. Tu es une espèce. Tu es une espèce de paresseux. Tu es une espèce de paresseux. Ça, c'est dans les injures. Lis sur le journal, donner des exemples de pléonasme. Ils voient. Ils voient. Ils voient. Et ça soie. Ça, on entend ça aussi. Voilà. Ils voient. Je crois que nous sommes là face au verbe voir, qui est soit conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel, ou encore au subjonctif présent à la troisième personne du pluriel. Nos usagers de la langue, communément, y ajoutent un Y au cours de la conjugaison. Et on entend communément dire « il faudrait que je voie sa mère », par exemple. Non, je suis désolée. Dans la conjugaison française, le Y ne doit pas apparaître. Il faudrait que je voie. Le seul verbe qui fait appel au Y au cours de cette conjugaison-là, au présent, que ce soit de l'indicatif ou du subjonctif, c'est le verbe payer. À part le verbe payer, le verbe croire, le verbe voir, il n'y a pas de Y. Ils croient que quoi? Ils croient que quoi? Non, c'est faux. C'est une faute. Donc, désormais, je vous en prie, il n'y a pas de Y. C'est pas ils croient, c'est pas ils voient. Non, c'est il voit. Il voit, tout simplement. Il croit. À part le verbe payer. À part le verbe payer, tous les autres verbes, il n'y a pas de Y. À la troisième personne de la conjugaison, au pluriel. Voilà. Donc, désormais, il ne faudrait plus
faudrait pas qu'il puisse croire. Non, il ne faudrait pas qu'il croie, mais plutôt qu'il croit. Il ne faudrait pas qu'il croie. Voilà. OK. Il faudrait qu'il croie. Il faudrait qu'il croie, absolument. Arrêtez de croire, monsieur. Arrêtez de croire, en tout cas. Un faux prétexte. Bien, un faux prétexte. Parfois, c'est une raison. Un prétexte, qu'est-ce que c'est? C'est une raison apparente qu'on donne pour cacher quelque chose de vrai. Donc, on ne pourra pas dire du prétexte qu'il est faux, puisque le prétexte en lui-même, c'est quelque chose de faux. Donc, il serait idéal, oui. Un prétexte, c'est une occasion toute trouvée pour pouvoir faire quelque chose normalement, laquelle on n'a pas droit. Vous n'avez pas droit à une chose, vous trouvez un prétexte pour qu'on vous laisse faire cette chose. Vous voulez donner des conseils à quelqu'un, vous trouvez un prétexte. Voilà. Donc, Mais vous le blaguez. Non, c'est une bonne action, puisqu'il y a quelqu'un qui fait des fautes de façon récurrente. Vous trouvez un prétexte pour lui dire la vérité. Vous trouvez donc une occasion. Ah, d'accord. Une occasion. Donc, l'occasion, en réalité, ce n'est pas quelque chose c'est pas quelque chose de vrai. Ça peut être solide, mais ce n'est pas quelque chose de vrai. On se base sur quelque chose pour pouvoir convaincre. D'accord. Voilà. Donc, un faux prétexte, ce n'est pas correct. On pourra dire même que c'est un pléonasme. Faux et prétexte à la fois. Donc, il faut employer le terme prétexte simplement, parce que le prétexte, il est déjà faux. D'accord. Et tu es une espèce de paresseux. Tu es un espèce de paresseux. Voilà, bah, tu es une espèce de paresseux. Voilà, j'ai pris cette expression-là pour qu'on puisse bien voir, pour qu'on ait la lisibilité de la chose. Le problème dans cette expression, c'est un espèce. En réalité, le terme espèce ne s'emploie pas au masculin. Justement. C'est un terme qui est typiquement féminin. Une espèce renvoie à une sorte. Donc, vous ne pourrez pas dire un espèce de paresseux ou une espèce de fou. Non, c'est une espèce de fou. Je crois que nos téléspectateurs, d'aucuns me diront, mais pourquoi est-ce qu'on dit son Altesse ou encore une espèce d'Altesse? Mais attention, avec les noms féminins, les adjectifs féminins, qui commencent par un H muet, et qui commence par une voyelle, on peut employer le pronom possessif. Donc, ma foi, on pourra voir dans certains écrits son espèce de sœur. Ce n'est pas une erreur, parce que espèce commence par une voyelle. Donc, c'est tout à fait normal qu'on utilise devant ce mot-là, son. Heureusement qu'on parle le français depuis qu'on est petit, sinon la langue française est quand même compliquée. Bon, soit dit en passant, vous savez que moi... Voilà, donc on ne dit pas un espèce, c'est toujours une espèce. Exemple. Quel que soit le nom masculin que vous voulez mettre là, c'est une espèce. Soit, je prends un exemple, comme le demande Marco. Son espèce de frère est passé le voir pour qu'ils discutent de leur avenir. Là, on dit pour qu'ils discutent ou bien afin qu'ils discutent. Pour que, c'est le but. Afin, c'est le but. D'accord. Donc, les deux vont de pair. Les deux se disent. Voilà. D'accord. Parce qu'on entend souvent, les deux se disent. Donc, on peut dire une espèce, mais son espèce. Voilà. Son espèce, parce que espèce ici commence par une voyelle. Une voyelle, pardon. Voilà. Lire sur le journal. Lire sur le journal. Cette expression, on l'entend souvent. J'ai lu ça sur le journal hier, c'est vrai ce que j'ai lu ça sur le journal. Oui. En réalité, c'est à l'intérieur du journal que vous avez lu cette information. Sinon, au-dessus du journal, je lu sur la première page du journal. Mais toutes les informations que nous retrouvons dans le journal, c'est lire dans le journal. On lit dans un journal ou dans un livre. Monsieur, la une, j'ai lu ça à la une. À la une du journal. Mais on lit sur une affiche. On lit sur un mur. On lit sur un écriteau. Donc, il faut faire très attention à cette expression. On ne lit pas sur un journal, mais on lit dans un journal. Et j'ai entendu ça sur la télé. Non. La télé, elle est visuelle. C'est des phrases qu'on entend aussi. Oui. Elle est visuelle. Ça, c'est pas faux. Et donc, j'ai entendu ça sur la radio. Et, par exemple, j'ai entendu ça sur la radio. La radio, elle est sonore. Donc, on ne peut pas voir ça sur la radio. Non. Mais j'ai entendu sur la radio. J'ai entendu sur la radio. On entend ça très souvent. J'ai entendu parler à la radio. J'en ai entendu parler à la radio. Wow. On a l'impression que nous, chez nous, on veut simplifier même bien sûr. Au maximum, mais ça, c'est pas toujours bien. Exemple maintenant, pour donner des exemples de pléonasme. Voilà. Donc, nous allons revenir sur, je l'avais promis sur le plateau, nous allons revenir aujourd'hui sur quelques pléonasmes pour permettre à nos téléspectateurs de se détacher de certaines expressions. Par exemple, quand vous dites « cet homme marche à pied »,
Moi, je voudrais savoir, quand on marche, avec quoi est-ce qu'on marche? Peut-être avec une canne? Avec une canne. Parce qu'il peut-être qu'il a une canne. Ok, mais quand vous marchez avec la canne, vous prenez appui sur quoi? Sur les jambes. Sur les jambes, tout à fait évident. Donc, on ne marche pas sur les pieds, on marche simplement. Maintenant, quand c'est la canne, il marche avec une canne en main. Il y a 4 Donc, pattes. faut dire en plus. Voilà. Donc, ce n'est pas je marche à pied. Si vous marchez déjà, c'est avec les pieds. Sinon, vous ne pouvez pas marcher sur la tête. Quand on dit je marche sur la tête, c'est encore... là, c'est vous injurier. Oh, ça, c'est dans un autre domaine aussi. C'est dans un autre domaine. Donc, marcher à pied, c'est un pléonasme. On entend dire aussi il marche à quatre pattes. À 4 pattes. Oui, À quatre pattes. pour l'enfant qui commence à faire ses premiers pas. Puisqu'il prend la position comme l'animal qui est sur ses pattes. C'est pour cela qu'on parle de marcher à 4 pattes. Donc ça se dit. Oui. Et d'autres exemples de pléonasme? On en a beaucoup. Hein. On a par exemple dans le domaine du commerce. On entend souvent nos amis commerçants dire cette marchandise, elle a été importée de l'étranger. Mais importer, c'est quoi? C'est apporter un produit de l'étranger dans votre pays. Donc, vous ne pouvez pas dire que le produit qui est là, il est importé de l'étranger. Parce que l'import, déjà, c'est faire venir quelque chose de l'étranger. Là encore, il y a pléonasme. Simplement importer. Ça sous-entend... C'est importé de Dubaï. On dira voilà. Plutôt ça vient de Dubaï. Ça vient de Dubaï, simplement. D'accord. Tant que puis, ça ne vient pas dans le même registre, on a exporté. Exporter. Exporter, c'est transporter des produits d'un pays vers un autre pays. Et puis, ce pays où on envoie les produits, c'est un pays étranger. Donc, on ne peut pas dire exporter à l'étranger. Parce que exporter, déjà, c'est faire partie de votre pays à un autre pays. Donc, ça part, bien évidemment, à l'étranger. Voilà. Et un autre pléonasme? Un autre pléonasme, on a collaboré ensemble. Aïe, aïe, aïe. Chaque matin, Nessie et moi, nous collaborons sur ce plateau. Bien dit, Marco. Bien dit, sur ce plateau. Oui. Parce que la collaboration, qu'est-ce que c'est? C'est travailler ensemble, c'est travailler de concert. Donc, vous ne pouvez pas dire nous avons collaboré ensemble. Il y en a même qui vont jusqu'à dire collaborer en groupe. Ça, c'est encore plus grave. C'est un super pléonasme. Oui. Parce que quand vous collaborez, pour collaborer, il faut être au moins 2, c'est-à-dire à plusieurs. Donc, vous ne pouvez pas encore dire nous avons collaboré ensemble. Non, c'est un pléonasme qui n'a pas sa place. Mais attendez, excusez-moi, je vais revenir. Il y a une chanson de comment il s'appelle, un artiste coupé-décalé. Je ne trouverai pas. Même mes ennemis ne s'asseyent pas. Qu'est-ce qu'on dit? Même mes ennemis ne s'assoient pas, ne s'asseyent pas. Ne s'asseyent pas. Oui. On entend ne s'assoient pas dans la chanson. Soit dit en passant. Alors, autre exemple de pléonasme. Un autre exemple de pléonasme. On a le temps, donc aujourd'hui on va... D'accord. On va prendre comme exemple de pléonasme, ajouter en plus. Il faut mettre dessus encore. Il faut ajouter en plus. Oui, ça, on entend ça beaucoup. Ajouter en plus. Surtout au resto. Ajouter, qu'est-ce que c'est? C'est mettre en plus. C'est mettre en plus. Donc, du coup, quand vous dites ajouter en plus, il y a une répétition insistante qui n'a pas lieu d'être là. Alors, ajouter en plus, je vous en prie, chers téléspectateurs, il faut se détacher de cette expression. Vous ajoutez ou bien vous mettez en plus un élément, simplement. Alors, Madame Inao, il y a une expression qui revient très souvent, les téléspectateurs ont voulu savoir, le mot donc, l'emploi de donc, surtout les hommes politiques. C'est bien beau de parler des fautes que nous faisons dans le peuple, mais les hommes politiques ont un emploi démesuré du mot donc. On peut avoir 5 donc qui s'alignent dans une phrase. Expliquez-nous concrètement de quoi cela retourne exactement, à quel moment employer le mot donc. Ok. Donc, conjonction de coordination. Ainsi donc, voyons donc. Il faudrait qu'on retienne ce matin que donc permet de marquer une conséquence. Donc permet de tirer une conclusion. Conjonction de coordination. Qui permet de marquer une conclusion ou de tirer une conséquence. Mais si la conséquence, elle a lieu à quel moment? Lorsqu'il y a une cause. Donc, parce qu'on part de la cause à effet. Donc, s'il n'y a pas de cause, vous émettez la conséquence par rapport à quoi? Pour émettre le donc, il faut d'abord se baser sur une cause. Tant que vous n'avez pas de déduction à faire, ce n'est pas la peine d'utiliser le donc. J'emploie donc lorsque ce que je veux exprimer, c'est une conséquence à quelque chose. J'emploie donc lorsque je veux faire une déduction, lorsque je veux tirer une conclusion. Donc,
Ça veut dire que quand quelqu'un fait la phrase suivante, nous sommes venus donc à cette réunion donc pour... Non, je vous en prie, Marco, là, il y a une maladresse. Oui, oui. C'est un exemple que je prends. Il y a 2 donc déjà. Nous sommes venus à cette réunion, donc nous voulons à cette réunion, on n'a même pas encore émis la cause. Ainsi donc, les déductions de cette réunion, on entend ça très souvent. Mais si vous dites déjà ainsi donc, partez directement aux déductions. Parce que le donc fait appel aux déductions. Absolument. Voilà. Absolument. Ça doit être un tic aussi. Mais ce tic-là, il est maladroit. Il est maladroit. Il faut s'en détacher. Donc, à ne pas utiliser. Pourquoi? De façon abusive. De façon abusive, oui. Merci. Et surtout, quand il n'est pas dans son contexte. Absolument. C'est pour une déduction, c'est pour arriver à une conclusion. Une conclusion, tirer une conséquence d'une situation. Nous sommes venus représenter la Côte d'Ivoire à ce championnat pour vraiment être dans Nous devons donc d'être super formidable. Formidable, afin de renvoyer la coupe à Abidjan. Voilà. Okay. Ça, c'est bon. Et il y a des expressions très, très récurrentes. Monter en haut, descendre en bas. Ça encore, ce sont des pléonasmes. Est-ce que le pléonasme est une faute? C'est une faute pour nous, usagers de la langue. Mais pour l'écrivain, ce n'est pas une faute. D'ailleurs, c'est pour pouvoir maquiller cela que les écrivains ont trouvé le terme de pléonasme. Pour trouver une justification à l'utilisation de cette insistance-là. Mais pour nous, usagers de la langue, ce n'est pas commode. Le pléonasme, il est surtout permis à l'écrivain pour donner une forme, pour donner une signature à ses écrits. Madame Inao, à l'heure des réseaux sociaux, des smartphones, la langue française est de plus en plus simplifiée. Et ça m'énuise. Et ça m'énuise. Alors, quel conseil vous pourriez donner aux jeunes qui nous regardent, qui sont certainement en train de prendre le petit déjeuner et tout ça, pour avoir quand même une base? Parce que franchement, aujourd'hui, c'est compliqué de voir un jeune d'un certain âge parler correctement le français dans nos pays au sud du Sahara. C'est la lecture, c'est être éveillé, c'est quoi au juste? Bien. La première cause qui fait qu'aujourd'hui nos jeunes ont cette difficulté de pouvoir s'exprimer en français, c'est d'abord, comme vous l'avez dit, l'éthique, avec le système des SMS qui amène à l'abréviation. À force d'abréger, et puis même quelle abréviation? Une abréviation qui ne respecte pas les normes de l'abréviation. À force d'abréger, on ne prête plus attention à l'orthographe des mots. À force de s'intéresser aussi à l'Internet, on ne s'intéresse plus à la lecture. Or, la lecture, qu'est-ce qu'elle nous permet? Elle nous permet de découvrir les mots, de pouvoir assimiler leur orthographe, de visualiser ces mots-là et d'aller à la recherche de leur sens pour pouvoir les employer. Mais aujourd'hui, il faut dire que l'éthique commence à tuer, ma foi, l'effort que nos jeunes doivent faire pour s'adonner à la lecture. Donc nous leur demandons aujourd'hui de faire un effort. La lecture, elle est potentielle. Pour un jeune qui a envie de réussir, il faudrait qu'il s'attelle à se mettre à la lecture. Parce que la lecture lui permettra de découvrir beaucoup de choses, d'enrichir son vocabulaire, vraiment de faire la découverte de certains hommes, que ce soit politiques ou nos éminents hommes de lettres. Tout cela, on le découvre au cours de la lecture. Également pour les abréviations, il y a des codes. Oui. On n'abrège pas. Oui. On n'abrège pas comme ça. Et puis je crois que dans les lycées, l'abréviation s'apprend à partir de la classe de seconde. Voilà. Et la langue française a tellement pensé à tout qu'il y a même un code pour tout ce qui est abréviation. Et ça, c'est super. C'est super. Bon, aujourd'hui, on va voir nos jeunes quand ils prennent les téléphones portables, quand ils sont en train de s'envoyer les messages. Mais il est difficile, quand vous êtes à côté, de décoder. Parce que là, ce sont des hiéroglyphes. Ils ne veulent pas être décodés. Ce sont des hiéroglyphes qu'ils utilisent. On n'arrive même pas à les décoder. Et le pire, madame, c'est que vous prenez un jeune qui va bien s'exprimer en français. Vers la fin, on aura des Joe, mais bon, on aura un moment, il va se perdre, il va s'oublier, même quand c'est un discours officiel. Et ça, on le voit très très souvent, c'est grave. Il faut avoir un livre, à partir d'un certain moment de la vie, il faut avoir un livre de chevet. Un livre de chevet, c'est très important. À ce propos, je pose toujours la question, c'est quoi votre livre de chevet en ce moment? En ce moment, je vous l'ai dit, je lis un livre de développement personnel. Je viens de terminer Oser, trembler, mais oser. Un magnifique livre que je vais vous passer. Et vous, madame, votre livre de chevet, en ce moment, à part la Bible? Oui, à part la Bible, en ce moment,
j'ai l'ordonnance. L'ordonnance de Soro Guefala, que j'ai déjà lue, mais que je relis. Parce que cette œuvre-là, elle est porteuse de sens. Et en même temps, pour rendre hommage à cet éminent homme de lettres qui m'a formé, moi, qui a fait de moi ce que je suis, Soro Guefala, paix à son âme. Donc j'ai ce livre-là à mon chevet pour pouvoir revivre encore ces instants qui ont marqué la vie de Soro Guefala et qu'il a relaté dans cette œuvre. Moi, en ce moment, je suis très amoureux de Guillaume Musso. Franchement, Sauve-moi, j'ai failli dire un album, un livre magnifique, Sauve-moi. C'est vraiment Guillaume Musso, topissime, et puis il y a de grands auteurs aussi ivoiriens. Franchement, il faut s'adonner à la lecture. C'est très, très important parce qu'il faut revenir aux fondamentaux, quoi. Internet, smartphone, tout ça, c'est bien, mais parfois, il faut revenir aux fondamentaux. Mais il y a des livres même sur Internet. Sur Internet, oui. Mais le contact, même papier, le livre, même feuilleté. Aujourd'hui, les jeunes paraissent à lire. Oui. Ils paraissent. C'est très important. Et parce que la culture, hein, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Ah oui. Merci beaucoup. Je vous en prie, Marco. Merci beaucoup. Tout le plaisir. Un peu comme votre livre, elle est venue nous sauver. Oui, elle est venue nous sauver. Sauvez-nous. Merci Madame beaucoup. Inao Zappé, merci. Je vous en prie. Alors, la suite, mesdames et messieurs, c'est sur Matin Bonheur. Il est 6h26. Elle vient d'entrer dans ce studio, toute ravissante. C'est Maïs Sako qui va nous présenter le journal. Mais avant, on aura la couleur du temps, la météo. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. La matinée sera marquée par de la brume humide ou du brouillard sur le littoral et le sud forestier en début de matinée. Cette situation fera progressivement place à un temps partiellement nuageux avec de faibles pluies, notamment sur le sud-est et sur le sud-ouest. Le centre, l'ouest et l'est seront faiblement nuageux et progressivement ensoleillés. La partie nord restera sous un temps d'harmattan avec une faible sensation dans le nord-est. Les variables de la matinée, on notera 26 degrés comme maximale sur la ville d'Abidjan, 25 degrés à Diaké, 24 degrés à Bondougou, 23 degrés à Boaké, 24 degrés à Daloa, 25 degrés à Damboko, 24 degrés à Gagnoa, 22 degrés et ça sera la minimale à Korogo comme Amman, 24 degrés à Odiéné, 25 degrés à San Pedro, 24 degrés à Sassandra comme sur la ville de Tabou, enfin 23 degrés à Yamoussoukro. Pour l'après-midi, on observera un renforcement des vents secs qui s'imposeront au nord et au sud forestier. Le temps y sera brumeux et sec. Sur le littoral, le temps restera simplement nuageux et ensoleillé avec des possibilités de faibles pluies sur les régions du littoral est, en milieu ou en fin de période. Les variables à présent de l'après-midi, on notera 32 degrés à Abidjan comme sur la ville d'Adiaké, 34 degrés à Bondoukou, à Boaké ainsi qu'à Daloa, 35 degrés de maximale à Damboko, 34 degrés à Gagnoa, 35 degrés à Korogo, 32 degrés à Mans, 34 degrés à Odiéné, 32 degrés à San Pedro comme sur la ville de Sassandra, 30 degrés de minimale à Tabou, enfin 33 degrés sur la ville de Yamoussoukro. MTN, everywhere you go. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Le président de la République, Alassane Ouattara, est rentré hier soir à Abidjan après un séjour à Paris. Le chef de l'État, qui accompagnait son épouse, a été accueilli, vous le voyez dans les images, par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et plusieurs membres du gouvernement. Avant son séjour en France, le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part les 28 et 29 janvier au sommet ordinaire de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Un sommet consacré à la lutte contre la corruption, la réalisation de la zone de libre-échange et le lancement du marché unique du transport aérien.
Il est expert en nouvelles techniques agricoles et agroalimentaires en Afrique. Le groupe Somdia, spécialisé dans le secteur du sucre, veut renforcer son investissement en Côte d'Ivoire. Le patron du groupe, Alexandre Villegrain, a été reçu hier par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. On fait le point de leur rencontre avec Alexis Ouedraogo. Alexandre Villegrain est le patron de la société Somdia. L'entreprise, spécialiste dans le sucre, a produit entre 2017 et 2018 près de 105 000 tonnes de sucre. Alors que l'industrie sucrière sur la scène internationale est dans la tourmente, Alexandre Villegrain se dit confiant en la Côte d'Ivoire. Nous croyons dans la filière sucrière en Côte d'Ivoire et nous croyons à la productivité et à la compétitivité du sucre ivoirien. Malheureusement, nous sommes dans un moment où le prix du sucre au niveau mondial est extrêmement faible et n'a rien à voir avec le prix de revient de quiconque le produit dans le monde, même au Brésil. Le prix du sucre au consommateur brésilien est plus cher qu'au consommateur ivoirien. Et pourtant, le cours mondial, et c'est eux qui principalement le font, est très très faible. L'entreprise entend étendre ses surfaces de production et donner ainsi du travail à quelques 200 familles en zone agricole. C'est en 1982 que commence réellement l'histoire de la téléphonie mobile. Il faut attendre le début des années 90 pour voir les premiers téléphones en Côte d'Ivoire, outil indispensable dans cette société aujourd'hui. Certains sont carrément accros et sont déconnectés de la vie en société. À l'occasion de la 18e journée mondiale sans téléphone portable, nos reporters Fidèle Aigné et Franck Wadio se sont intéressés à la relation qu'a tout un chacun avec son téléphone. Son smartphone, elle l'a presque tout le temps. Multifonctionnel. Jeanne écoute la musique, envoie des messages, fait des recherches sur les réseaux sociaux et répond aux appels. Pour elle, il est impossible de rester sans téléphone. C'est le seul objet qui nous permet d'être en contact avec l'extérieur, avec toutes nos activités que nous avons. Et donc dire à quelqu'un de se passer de son téléphone, c'est comme demander à quelqu'un qui ne se porte pas bien de se passer d'une visite chez le médecin. Le téléphone portable, un outil nécessaire mais pas indispensable. Cette mère de famille appelle à une utilisation avec modération car il crée souvent des désagréments dans un couple. On est là, chacun sur son téléphone, on navigue, on ne peut même pas causer avec son mari ou avec sa femme. Vraiment, c'est le gros problème aussi. Je suis vraiment d'accord pour une journée sans téléphone et même rester avec la famille, fermer le téléphone, demander à papa de fermer son téléphone. Maman, aujourd'hui on reste ensemble sans téléphone, vraiment, ce serait intéressant. Objet de communication incontournable dans une société dynamique, le téléphone portable, s'il est mal utilisé, éloigne des réalités et valeurs sociétales et vous installe parfois dans la dialectique du maître et de l'esclave, selon le sociologue. Le téléphone, qui est un objet de communication, devient maintenant un objet de perturbation. Des relations sociales, des relations familiales, des relations de couple. Donc je crois que plus on est accro, plus, n'est-ce pas, ça dépeint sur les relations et dans les relations dans les foyers et dans les familles. Ce 6 février a lieu la 18e journée mondiale sans téléphone portable, initiative destinée à interpeller le public sur son rapport au mobile. Une relation parfois fusionnelle, ce jour est l'occasion pour poser son téléphone, ne serait-ce qu'un instant. Direction à présent les États-Unis en marge des travaux du 7e Forum des jeunes du Conseil économique et social de l'ONU. Les ministres en charge de la jeunesse des pays membres de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, ont eu une rencontre. Objectif, présenter les analyses récentes sur les pratiques en matière de politique publique de jeunesse dans les pays membres de l'OIF et aussi dialoguer avec les ministres sur les pratiques d'implication de la jeunesse dans ces politiques publiques. Notre envoyé spécial à New York, Herman Niamien, nous propose ce reportage. En se réunissant en marge des travaux du 7e Forum des jeunes du Conseil économique et social de l'ONU, les ministres en charge de la jeunesse des pays membres de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, veulent apporter une réponse commune aux actions à mener au profit des jeunes pour assurer leur autonomie. Parce que selon une pré-enquête réalisée par l'OIF, les politiques entreprises par le gouvernement en faveur des jeunes sont inopérantes à cause du manque de financement. C'est dans ce sens-là que je voudrais que notre organisation porte, en tout cas, le combat qui consiste à libérer les finances. Comment faire en sorte qu'un jeune qui a un projet
auquel il croit fermement et qui a un potentiel va dans une banque pour y chercher des finances et on lui oppose deux facteurs. Le premier, c'est la garantie. L'objectif de cette enquête n'est pas uniquement de poser un diagnostic, mais de renforcer les capacités des structures en charge de la jeunesse. Investir aujourd'hui dans la jeunesse est donc un impératif pour éviter qu'elle se radicalise. Selon les intervenants, une jeunesse oisive est une bombe à retardement. Nous sommes ici pour pouvoir partager les expériences réussies dans les différents pays, mais aussi partager notre conviction que la jeunesse demeure une priorité dans nos différents pays. Pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, elle constitue 77% de la population de moins de 35 ans. Et donc, nous ne ménageons aucun effort à travers la politique nationale de la jeunesse pour pouvoir répondre aux sollicitations et attentes des jeunes. Rencontre d'échanges, mais également de partage d'expériences, les jeunes ont eu leur mot à dire. Et pour eux, c'est déjà un grand pas qu'ils soient désormais associés aux grandes rencontres. Nous sommes là pour faire des propositions innovantes à l'endroit de nos dirigeants, parce qu'en clair, comme le disait Gandhi, ce qui se fait pour moi sans moi n'est pas fait pour moi, est fait contre moi. Et donc nous sommes là aussi pour leur dire merci, je parle de nos dirigeants bien sûr, mais aussi de leur dire que nous, les jeunes, nous avons saisi cette occasion et nous sommes prêts à travailler davantage pour construire ce monde qu'ils veulent créer et ils veulent créer avec nous. À l'issue des travaux du 7e Forum des jeunes du Conseil économique et social des Nations Unies, les instances de cette organisation se sont accordées à offrir plus d'opportunités aux jeunes pour les rendre autonomes afin de les amener à s'impliquer dans les grandes résolutions adoptées par les Nations Unies. Ici, en terre ivoirienne, Henriette Konan-Bédié était à Bingerville hier pour poser la première pierre de la page blanche, le centre de prise en charge des enfants handicapés et polyhandicapés intellectuels. L'édifice sera construit sur un terrain de 4280 mètres carrés à Bingerville et est baptisé Complexe Henri Konan-Bédié. Henriette Konan-Bédié, cela fait 27 ans que la page blanche existe et s'occupe des enfants handicapés. Le reportage est signé Gabriel Zani. C'est sur ce terrain de 4280 mètres carrés situé à Bingerville, octroyé par le gouvernement, que sera construite la nouvelle page blanche, l'établissement de prise en charge des enfants handicapés intellectuels. La première pierre posée par la présidente de l'ONG Servir marque le démarrage des travaux. La nouvelle page blanche sera appelée le complexe Henriette Konan-Bédié. Soyez rassurés que je ne ménagerai aucun effort pour l'épanouissement de nos enfants. Ensemble, nous leur offrirons ce cadre qui permettra non seulement de soulager les parents, mais aussi de faire leur bonheur. À travers ma modeste personne, je soutiendrai toutes les actions visant la justice et l'égalité entre tous les enfants de notre pays. Créée par l'AREA, l'Association pour la réinsertion des enfants par une éducation adaptée, la page blanche donne une chance aux enfants polyhandicapés intellectuels, bien souvent rejetés dans nos sociétés traditionnelles. Le complexe comprendra un centre de prise en charge médico-psychopédagogique, des ateliers d'apprentissage professionnel pour jeunes adultes et un foyer d'hébergement. Aux parents d'enfants handicapés intellectuels, ne désespérez pas, gardez la foi parce qu'on a attendu cela. Aujourd'hui, le jour est arrivé. On espère que les murs vont bientôt sortir de terre et que nous pourrons avoir notre complexe. Et on pourra accueillir les enfants et les enfants pourront profiter d'une éducation plus performante et pour demain devenir autonomes. D'une capacité d'accueil de 150 enfants, le nouveau centre est beaucoup plus grand que l'ancienne page blanche, qui ne recevait que 35 enfants maximum. Le complexe Henriette Konan-Bédié sera achevé à la fin de 2018. À l'étranger, en Syrie, le bilan des raids aériens du régime de Bachar el-Assad sur la Ghouta orientale, une région rebelle située à l'est de Damas, continue de s'alourdir. 47 personnes, dont 10 enfants, ont été tuées hier. La veille, un bombardement avait fait 31 morts. Voici à présent le reste de l'actualité internationale en bref. Nous démarrons avec le Tchad et c'est signé Sidonie Davila. La grève générale décrétée il y a une semaine par les fonctionnaires pour protester contre les mesures d'austérité du gouvernement
touche désormais le secteur privé. Le mouvement a été massivement suivi lundi à N'Djamena. Le personnel des banques, les opérateurs de téléphonie mobile ont cessé également le travail en solidarité avec les travailleurs du public. Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, ne pourra pas quitter l'ambassade équatorienne de Londres où il est réfugié depuis plus de 5 ans. C'est ce qu'a décidé la justice britannique ce mardi, appelée à se prononcer sur une demande de levée du mandat d'arrêt émis contre le fondateur de Wikileaks, recherché par la justice suédoise pour des accusations de viol qu'il nie toujours. Plus de 4 mois après les élections, la chancelière allemande espère annoncer ce mardi un accord avec ses partenaires pour sortir d'un imbroglio politique post-électoral. Les deux camps ont repris leur débat en fin de matinée pour une dernière ligne droite. Leur objectif est de trouver des compromis sur différents points. La dernière négociation porte notamment sur la santé, le droit du travail, l'Europe ou encore les retraites. Une entente est essentielle pour convaincre le SPD de renouveler pour 4 ans la grande coalition sortante. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure. Merci beaucoup à vous, Maï. Merci, Marcelin. On se retrouve demain, toujours avec le même plaisir. Merci. Matin Bonheur Merci. se poursuit, bien sûr, après le journal. Nous allons parler écologie maintenant. Vous avez certainement souvenance, mesdames et messieurs, que les 2 dernières chroniques écologie de Matin Bonheur ont porté sur le secteur forestier, les forêts protectrices de notre cadre de vie et de feux de brousse. Alors, face aux enjeux de la déforestation, qui est l'un des plus élevés donc, au monde, cette chronique aujourd'hui propose l'état des lieux de la déforestation et aborde des stratégies de reboisement en Côte d'Ivoire. C'est toujours avec notre spécialiste Cédric Lombardon. Bonjour Cédric. Bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien, merci beaucoup. Alors vous nous apportez de bonnes nouvelles aujourd'hui. Alors en fait, on a eu 2 commentaires qui disaient tout le temps, mais pourquoi vous nous alertez autant sur la question de la forêt? Quel est l'état des lieux de la déforestation en Côte d'Ivoire? Et puis le deuxième des commentaires, c'est ok, il y a une déforestation, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement sur le terrain? Donc la premier élément vidéo que nous allons demander en soutien à la régie, ça va être justement de vous faire un petit peu le point de la déforestation. Mais comme la répétition est pédagogique, on va... voilà, ça y est, ça commence. Donc, le défi de la déforestation, la répétition étant pédagogique, on va rappeler les 5 intérêts de nos forêts. Nos forêts protègent notre cadre de vie parce que c'est elles qui nous font respirer. On avait vu ça ensemble il y a pratiquement 2 semaines. Donc, il est important qu'on garde nos forêts pour avoir toujours ce soutien en termes de respiration. Deuxièmement, les forêts en Côte d'Ivoire, ce sont elles qui nous apportent la pluie. La pluie vient de l'océan, mais grâce aux forêts, la pluie viendra de l'océan et ira jusqu'au désert. Pas de forêt, pas de pluviométrie, et ça malheureusement, nos parents paysans le savent. Si vous n'avez pas de forêt, vous avez l'érosion éolienne. Ça veut dire que les forêts protègent votre sol, le vent sans forêt va commencer à tout enlever. Si vous avez une forêt, vous voyez bien que le sol va rester, donc c'est le rôle des forêts comme protection des sols, mais aussi pour le remplissage de nos nappes d'eau phréatique. Quand il pleut, pas de forêt, l'eau va circuler, alors que si vous avez une forêt, vous le voyez bien, on a l'eau qui va rentrer progressivement dans les nappes d'eau phréatiques. Et un 5e rôle qu'on avait oublié de mettre en exergue, c'est le rôle des forêts pour la protection de la faune et de la flore. Pas de forêt, pas d'animaux, pas de flore, pas de fleurs, mais aussi nous perdons tous ces éléments qui sont les éléments de la pharmacopée en Côte d'Ivoire. D'accord ? Donc, ce qu'il a fallu montrer maintenant, c'est où est-ce que nous en sommes exactement en termes de déforestation. Vous avez 2 cartes qui passent à l'écran. Wow. 1990, c'est ce que vous avez en vert, ce sont nos forêts. Regardez la carte de 2015. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Franchement. 1990, 2015. Et ce que nous avons voulu faire aussi, c'est vous montrer un petit peu l'évolution de la déforestation. Parce que très souvent, Marcelin, vous avez donné sur le plateau quelles étaient à peu près les évolutions du couvert forestier. On parlait de 16 millions dans le passé et on parle de 3 millions d'hectares de forêt aujourd'hui. Donc l'animation maintenant va nous permettre de nous rendre compte de ce qui se passe. En 1900, 16 millions d'hectares de forêt en Côte d'Ivoire, 1960, 12 millions d'hectares, 1969, 10 millions d'hectares, 90, 7 millions d'hectares, 2000, 5 millions d'hectares et en 2015, 3,4 millions d'hectares. La Côte d'Ivoire a perdu plus de 79% de son couvert forestier. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on parle très souvent de l'Amazonie, du Brésil, du ceci et cela, mais nous avons en Côte d'Ivoire un des taux de déforestation les plus élevés au monde sur la période 1990-2015.
Et arriver à un tel niveau de déforestation, c'est l'équilibre environnemental de la Côte d'Ivoire qui est en danger. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu à la fois insister sur le rôle de nos forêts, naturellement, mais aussi permettre aux gens de se rendre compte de où est-ce qu'on en était à l'heure actuelle en termes de couverts forestiers. Si nous perdons nos forêts, nous perdons donc les bénéfices environnementaux, ces services que nous apportent les forêts. Et là, ce qu'on a voulu vous montrer, c'est ce qui se passe un petit peu dans une forêt classée. Là, vous avez une forêt classée qui est à l'ouest de la Côte d'Ivoire, donc forêt classée de Gouindébé. En 2003, vous voyez le couvert forestier. Ce qui est vert, c'est la forêt. Ce qui est jaune, ce n'est plus de la vraie forêt. Regardez exactement ce qui se passe en 2015. Et dans cette forêt, on a pratiquement, donc qui est une forêt classée, pourtant une forêt que l'on pense protégée, mais on voit bien 2003-2015 l'effet un petit peu de la, comment on appelle ça, de la crise ivoirienne. Et on a deux grandes problématiques qui se posent aujourd'hui, c'est l'interpellation donc des ONG internationales qui disent, ben voilà, en Côte d'Ivoire, le cacao vient de la déforestation. Donc le cacao est l'ennemi des forêts. Donc, image de droite, vous voyez un petit peu ce travail qui est fait de dire on alerte la Côte d'Ivoire sur le rôle de la déforestation et le cacao dans cette déforestation. Mais image de droite, vous voyez que le prince Charles a réussi à réunir un petit peu tous les grands industriels du cacao, entre guillemets, pour s'engager sur une démarche plus intelligente. Et on sait naturellement que la Côte d'Ivoire est en train de lancer un projet qui s'appelle le cacao ami des forêts. Pour l'instant, vous avez vu à peu près où est-ce que nous en sommes. La vraie question qui se pose maintenant aujourd'hui, c'est à peu près comment est-ce qu'on va aller dans une démarche de reforestation, dans une démarche de reboisement. Waouh! Le décor de la déforestation, mesdames et messieurs, est ainsi planté. L'enjeu est dramatique. Le mot qu'on puisse dire, ça fait peur. Hein. Ben oui, absolument. Parce que vous vous rappelez qu'on avait eu un nouveau code forestier en 2014 et on se disait, ça y est, c'est bien, les choses vont arriver. Mais il nous manquait une chose très importante. On n'avait pas l'état des lieux. On avait loué un appartement, entre guillemets, on allait rentrer dans l'appartement, mais jamais on n'avait vu l'état de cet appartement. Or là, maintenant, on le sait clairement. Les cartographies ont été faites. On a un état des lieux de déforestation en Côte d'Ivoire qui est véritablement préoccupant. Donc, maintenant, par rapport à ces enjeux, il y a quand même deux questions qu'il faut qu'on se pose. La première, grande classique, c'est que fait l'État? D'accord? Donc ça, c'est le deuxième élément vidéo qu'on va vous présenter sur... Avant que fait l'État, ce sont les paysans qui sont indexés. Alors, mais justement, que disent-ils? Comme les paysans sont indexés, ça c'est la troisième vidéo qu'on vous a proposée, puisqu'on a pu rejoindre un de ces paysans, Emmanuel Kouassi, qu'on avait eu sur un de nos éléments. Donc on aura son interview entre guillemets par téléphone. Donc dans un premier temps, ce qu'on voulait vous montrer, c'était quelle était la démarche faite par l'État à l'heure actuelle. Et maintenant qu'on a parlé de déforestation, le deuxième élément vidéo que pourra lancer la régie va nous parler en fait des stratégies de reboisement. D'accord. Donc, on a eu en Côte d'Ivoire, il y a très peu de temps, une table ronde qui a été organisée par la SODEFOR et par le ministère des Eaux et Forêts. Et lors de cette table ronde, on a pu avoir deux interviews qui étaient des interviews, plutôt deux discours, qui étaient les discours donc, du ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Donwayi. Et le deuxième discours, c'était l'intervention du directeur général de la SODEFOR. On a quelques petits... Ah, ça y est, ça marche. Donc, on va laisser la parole aux autorités. 2015 était l'occasion pour le chef de l'État de réaffirmer au plus haut niveau notre ambition commune de faire passer le taux de couverture forestière nationale de 11% à 20% à l'horizon 2030. Nous devons tous nous considérer comme partenaires dans cette lutte pour le reboisement en Côte d'Ivoire. Nous sommes à chaque fois surpris, effarés, je dirais même coupable de constater avec quelle vitesse la déforestation a eu lieu en Côte d'Ivoire. En arrivant à ce ministère, je n'étais pas pleinement conscient, et étant très proche de la forêt, je suis pleinement conscient de cette dégradation. J'ai été désagréablement surpris, profondément affecté, je dirais, et je suis profondément engagé à faire en sorte que nous retrouvions notre modèle forestier. Donc nous sommes tous responsables, nous sommes tous des partenaires. Il lui a démontré que nos forêts sont particulièrement pauvres, que les périmètres n'ont presque plus de ressources pour approvisionner les différents usines. Donc l'alternative qui se pose à nous, c'est de reboiser. L'objectif de cette rencontre est d'entreprendre une réflexion participative et inclusive avec toutes les parties prenantes.
Alors, les vidéos nous montrent un peu la prise de conscience et l'engagement de l'État, mais quel est le plan d'action concret, Cédric? Alors, et vous avez bien entendu dans l'interview, donc il y avait deux choses qu'il faut retenir. Le premier élément, c'est qu'on a un témoignage, j'ai envie de dire, vraiment sincère de la part du ministre des Eaux et Forêts, qui est proche de la forêt. Donc, on a vraiment une réaction de sa part en disant « je suis effaré de ce qui se passe ». OK. Deuxièmement, on a un témoignage qui vient de la part du directeur général de la SODEFOR. Et là, on nous dit, on fait une table ronde avec de nombreuses parties prenantes. Il faut savoir que la gestion de la forêt en Côte d'Ivoire, c'est quelque chose d'une très très grande sensibilité. Parce que si nous avons des dégradations, même dans les forêts classées, c'est parce que nous avons des populations qui se sont infiltrées pendant la crise. On va y retrouver des plantations de cacao, on va y retrouver des activités d'orpaillage. Donc la gestion des forêts classées, les stratégies de reboisement, c'est pas simplement on décide et puis on y va. Il va falloir gérer avec toutes les parties prenantes, les opérateurs de la filière bois, les collectivités territoriales, les populations qui vivent autour des forêts et les populations qui sont dans les forêts. Donc le plan d'action pour l'instant, c'est la concertation de toutes ces parties prenantes pour identifier toutes les conditions qui permettront au plan des partenariats, au plan technique de reboisement et puis au plan, j'ai envie de dire, juridique d'encadrement, comment mettre en place ces stratégies de reboisement. Ce qui est important par contre, c'est que l'État a pris conscience d'une chose. On avait 4 principaux instruments pour travailler. On avait le nouveau code forestier de 2014. On a l'engagement du chef de l'État rappelé par le ministre Donwayi, disant à la COP21 à Paris, nous allons revenir jusqu'à 20% du couvert forestier d'ici à 2030. 2030, c'est demain matin. Nous avons le PNIA, la politique nationale pour l'investissement agricole, qui intègre les forêts, d'accord. Et puis nous avons aussi la stratégie du RED+, qui doit mettre en place une démarche pour reforester la Côte d'Ivoire. Ces 4 outils étaient sur la table. La cartographie de la déforestation est sortie, l'État prend conscience et dit bien, j'ai mes 4 outils qui sont en position, maintenant je vais quand même voir avec les conséquences actuelles comment mettre en place une nouvelle politique forestière pour la Côte d'Ivoire. On n'en est que à la conscience, le plan d'action doit se dérouler maintenant, il faut qu'on croise des doigts. Mais sans se croiser les doigts concernant l'environnement, on risque d'avoir des problèmes aux phalanges. Hein. Ça y est, c'est fait. Oui, parce qu'il faut agir, hein, c'est urgent. Là. Ah mais oui, mais et merci justement du travail que vous faites pour nous permettre un petit peu de montrer un petit peu ce qui se passe. Par contre, moi, il y a toujours une chose qui me chagrine, on passe notre temps à indexer le paysan. On passe notre temps à indexer les populations. En Côte d'Ivoire, la population augmente. On veut plus de terrain foncier pour les habitats. On veut plus de terrain pour l'industrie, plus de terrain pour les routes. On veut plus de terrain pour le cacao, pour les VR, etc. etc. Mais c'est toujours le paysan que l'on montre du doigt. Et j'aimerais bien qu'on puisse passer maintenant la réaction de notre ami Emmanuel Kouassi, qui vit dans la 2e boucle du cacao en Côte d'Ivoire et qui est déjà intervenu sur ce plateau dans une interview. Aujourd'hui, c'est nous qui subissons de plein fouet la sécheresse. Le manque de la forêt entraîne le manque de pluie. Aujourd'hui, nos plantations sont en train de mourir. La sécheresse est plus longue que la saison de pluie. Mais rien ne se fait au juste. Aujourd'hui, on entend, il y a des conférences, des chercheurs et des experts qui se réunissent pour réfléchir, pour trouver des solutions. On entend tout cela à la presse. Mais concrètement, sur le terrain, rien ne se passe. Aujourd'hui, on nous parle de l'agriculture intelligente. Cette agriculture intelligente, on nous dit que ça peut être, le cacao peut être cohabité avec la forêt. Mais tout cela, ce n'est que des discours qui restent au niveau des bureaux. On a bien envie de reprendre et de faire cette technique. Mais il faudrait qu'on vienne nous apprendre comment cohabiter la forêt et le cacao. Ah oui, ça c'est vraiment... Je rappelle que Emmanuel Kouadio donc, est en liaison téléphonique. Hein, et ce qu'il dit est tellement vrai, c'est un coup de cœur, un coup de gueule, pardon. Un coup de gueule, un vrai coup de gueule. Un vrai coup de gueule. Ça fait pratiquement une dizaine d'années qu'on travaille avec Emmanuel sur la sensibilisation des planteurs, sur un ensemble de choses. Que les choses soient claires. Le planteur ivoirien n'a pas la haine de la forêt. Le cacao pousse toujours parce que le sol forestier est le meilleur sol que nous avons. C'est comme ça qu'on a fait la croissance agricole de la Côte d'Ivoire, d'accord? Mais aujourd'hui, on doit arriver à une nouvelle étape. Le cacao, qui a été l'ennemi des forêts, doit devenir l'ami des forêts. Maintenant, j'aimerais rappeler quand même une chose. Le planteur ivoirien est un innovateur. Le cacao ne vient pas de Côte d'Ivoire. L'EVA ne vient pas de Côte d'Ivoire. L'ananas ne vient pas de Côte d'Ivoire. L'acajou ne vient pas de Côte d'Ivoire, la noix de cajou.
Pourtant, ce sont des choses dans lesquelles nous avons parmi les meilleurs rangs de producteurs dans le monde. Si vous prenez un planteur et que vous lui expliquez véritablement comment est-ce qu'on travaille, vous lui donnez le bon matériel pédagogique, vous faites l'encadrement. Dans l'ancien temps, on avait la SATMACI pour le cacao, on avait la CIDT pour le café-coton, pour le coton. On a su encadrer nos planteurs et donc on leur a su leur apprendre de bonnes pratiques. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est simplement dire oui, Emmanuel le sait, les paysans le savent, il y a une agriculture intelligente, il y a un programme en Côte d'Ivoire qui s'appelle Cacao Ami des forêts, mais de grâce, sortons simplement de ces quelques éléments de démonstration et de pilote que nous avons sur le territoire et allons véritablement mettre en place une stratégie d'accompagnement de nos parents planteurs. Déjà qu'ils sont disposés. Ils sont disposés, ils ont parfaitement compris que ce sont les premières victimes du changement climatique. Ils appréhendent excellemment bien la chose écologique, l'environnement. Ils savent, ils connaissent les enjeux, tout ça. Exactement. Et pendant des années, on a passé le temps à les accuser, les mettre au banc des accusés. Et ça, je suis d'avis totalement avec M. Emmanuel Kouadio. On salue au passage tous les planteurs, les paysans qui nous regardent à travers donc, la Côte d'Ivoire. Alors, comment on en est arrivé là, Cédric? Ben, comment on en est arrivé là? Quand vous citez les sociétés qui existaient avant, franchement, c'était vraiment mieux avant. Alors, il y a eu ce qu'on appelle les plans d'ajustement structurel. Vous vous rappelez, on a eu les difficultés, la chute du cacao, la chute de la pluviométrie qui a entraîné la chute de la production de cacao. On a eu dans les années 79 la crise économique qui fait que le prix du cacao s'est effondré. Et la Côte d'Ivoire, l'économie, le miracle ivoirien s'est mal porté. Et donc on a dû aller voir les bailleurs de fonds. Avec nos bailleurs de fonds, la Banque mondiale, etc. On a dit, messieurs, faites des plans d'ajustement structurel. Et vous allez notamment dissoudre toutes ces sociétés d'État. C'est là que tout a commencé. Et c'est là que tout a commencé. Il n'y a plus de suivi. Non, il y a même le président Houphouët-Boigny avait fait ce qu'on appelle la guerre du cacao à l'époque. Il avait essayé de résister jusqu'au bout. Malheureusement, les finances de l'État ne le permettaient pas. Et ce jour-là, quand on a accepté les plans d'ajustement structurel, les fameux PASS, on a accepté aussi que l'on dissolve nos fameuses sociétés, les unes après les autres. Et à partir de là, on a dit c'est le privé qui va accompagner le planteur. Oui, mais le problème, c'est que c'est maintenant que le privé prend la conscience des enjeux, d'accord ? Parce que les ONG internationales nous donnent des éléments d'alerte, parce qu'enfin nous avons des travaux satellites qui sont faits pour comprendre le territoire ivoirien, c'est maintenant que tout le monde se dit, mon Dieu, catastrophe. Ben oui, mais la maison a brûlé, il ne reste plus que la cuisine. Donc il était peut-être temps qu'on s'en rende compte, si je peux me permettre. Et le plus important aussi, moi je suis toujours très chagriné de voir l'indexation de nos parents planteurs, et c'est pour ça que j'aimerais bien qu'un jour on puisse faire un travail sur la cacaoculture durable, qu'on leur montre exactement comment les choses fonctionnent, comment est-ce qu'ils peuvent arriver à travailler, et que l'on comprenne quels sont les vrais problèmes du planteur. Parce qu'on dit beaucoup de choses sur le cacaoculteur, mais on oublie de dire que s'il est mal payé, il ne peut pas rénover sa plantation. Donc il nous faut un bon prix du cacao. Deuxièmement, on a des questions foncières. Il faut qu'on arrive à savoir à qui est la propriété de la terre, cette fameuse loi de 1998 qui doit gérer le foncier en Côte d'Ivoire. Si le paysan n'a pas sa terre qui est bien identifiée, comment va-t-il pouvoir investir dessus? Vous voyez ce que je veux dire? Troisièmement, les moyens techniques, les semences, etc., etc. Et je pense que là, il faut quand même que je rende l'antenne. Non, pas du tout. On a le temps, on a le temps. On voit vos paroles. Et ce que vous dites est tellement important. C'est des enjeux, et Nessie l'a dit, hein, les enjeux sont énormes. Il faut une nouvelle manière d'appréhender notre environnement, l'écologie. Les planteurs, les paysans sont des partenaires vraiment idoines à avoir dans ce domaine-là. Mais oui, parce que quand on parle de reboisement, puisqu'on a encore un petit peu de temps. Allez-y. Quand on parle de reboisement, ça veut dire qu'il faut prendre une espèce végétale, que ce soit un plant de cacao ou un arbre, tout simplement, et il faut bien que quelqu'un aille le planter sur le terrain. Or, aujourd'hui, qui est présent sur le terrain? Ce sont nos parents planteurs. Donc, les stratégies qui doivent se mettre en place, ce n'est pas simplement de dire les opérateurs de la filière bois vont faire quelque chose, les opérateurs du cacao industriel vont faire quelque chose, c'est d'arriver à comprendre comment organiser nos parents planteurs pour les accompagner dans les forêts classées, des modèles qui vont allier l'arbre et la forêt. On a des démonstrations en Amérique latine, ça marche très très bien. Il y a un arbre qu'on appelle la mère du cacao, donc il faut qu'on arrive à travailler sur toutes ces stratégies-là dans nos forêts classées. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a un deuxième territoire de l'État qui est important, c'est ce qu'on appelle le domaine forestier permanent, le fameux domaine rural. En Côte d'Ivoire, on a 3 grands espaces pour nos forêts, le domaine rural, le domaine des forêts classées et les aires protégées qui sont sous la gestion de l'OIPR. Donc aujourd'hui, la démarche c'est identifions quelles sont les bonnes semences végétales que nous avons pour avoir des arbres qui soient forts. Quels sont les arbres que nous devons planter pour un marché qui va exister dans 15 ans ou dans 20 ans? Dans le passé, on n'a planté que du teck, mais est-ce qu'on n'a pas besoin aussi de planter autre chose, du framiré, du fromager pour le contreplaqué, etc. Donc, identifions maintenant les semences végétales à planter pour l'avenir. Regardons les zones de déforestation. Quand est-ce que nous sommes en forêt classée? Quand est-ce que nous sommes dans le domaine rural de l'État? En forêt classée, travaillons avec la SODEFOR
pour faire une stratégie de reboisement avec les populations infiltrées dans les forêts et non pas contre les populations infiltrées. Sinon, c'est des stratégies de déguerpissement. Et c'est un peu difficile à chaque fois de faire déguerpir les gens. Et puis maintenant, quand on s'en va dans le domaine rural de l'État, où les surfaces prêtes pour le reboisement ne sont pas identifiées, une forêt classée, c'est un territoire légalement défini pour planter, entretenir. Il y a aussi les réserves foncières. Il y a aussi donc les réserves foncières, justement, le domaine rural de l'État, sur lequel il faut regarder comment est-ce qu'on va arriver à organiser des paysans et ici, comment les transformer en planteurs. Donc, on va revenir à vous, hein, rassurez-vous, vous n'allez pas partir, hein, il est 7 h et voilà, nous aussi on a notre environnement financier et ça passe exactement par la pub sur RTI. C'est parti. Chaque jour, ce sont quelques milliers de kilomètres parcourus pour vous apporter une eau pure et légère, indispensable à une bonne santé. Vous livrer une part de bien-être est ma meilleure récompense d'une journée de travail ardu. Céleste, pure et légère. Voilà, de retour dans votre émission Matin Bonheur. Nous sommes toujours en compagnie de Cédric Lombardo avec qui on fait l'état des lieux du reboisement ici en Côte d'Ivoire. Il y a de l'espoir. Oui, il y a de l'espoir. Donc, on l'a vu très rapidement, on a vu le rôle de nos forêts, on a vu l'état des lieux de nos forêts. Maintenant, ce qu'il faut regarder aussi, c'est comment est-ce qu'on va reboiser. Donc, il y a véritablement maintenant, les preuves sont sur la table, les ONG internationales sont informées, le gouvernement est informé, des sociétés d'État comme la SODEFOR sont informées. Aujourd'hui, il y a une volonté d'action. Maintenant, il ne faut pas aussi qu'on oublie d'agir. C'est bien d'avoir envie de le faire, il va aussi falloir qu'on le fasse. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra qu'on suive vraiment dans l'avenir. Ça, c'est le premier point sur la forêt. Le deuxième point, c'est qu'on aime bien, à l'international, indexer un petit peu nos planteurs. Vous savez, très souvent on dit cacao, c'est la déforestation, cacao, c'est le travail des enfants, etc. Et je pense qu'un jour aussi, il faudrait qu'on dise à l'international quelles sont les véritables situations du planteur sur le terrain. Et j'espère qu'on aura l'occasion de faire un peu une chronique un jour qui sera dédiée au cacao durable. Remettons le planteur à l'honneur, expliquons ses véritables difficultés avec la forêt, avec le cacao, etc. Et aidons-le à faire ce qu'il a toujours fait pour la Côte d'Ivoire, nous aider avec une agriculture performante qui sert le produit intérieur brut et la croissance économique de notre pays. Une question donc d'un internaute, Abdoulaye Ouattara, depuis donc Paris, ivoirien résident à Paris. Est-ce que l'État est réellement disposé à aider les paysans pour les données environnementales ? Alors, pour les données environnementales, ça veut dire qu'il y a deux éléments qui sont nécessaires. Premièrement, savoir exactement qu'est-ce qui se passe, quelle est l'information climatologique. Là, ici, nous avons la Sodexam, et c'est vrai que la Sodexam doit produire des bulletins météo, mais il faut aussi qu'elle soit capable de les mettre un peu plus à disposition des paysans. Il y a des petites stations météo qui sont disséminées à quelques endroits. De nouveau, c'est de laisser... On a quoi, 12 ou 13 stations météorologiques pour les grandes stations qui sont implantées sur le territoire. Mais là, maintenant, il faut aussi des petites stations qui soient proches des planteurs, qui soient capables de lire, de relever, de savoir comment faire les choses. Ça, c'est la volonté de l'État pour donner de l'information climatique aux paysans. Encore faut-il que nous ayons formé le paysan pour qu'il lise l'information climatique. Ça, c'est un gros travail qui doit être fait. Deuxième action, maintenant, c'est que fait l'État pour organiser la stratégie de reboisement. Et là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il nous faut des semences, il nous faut des parties prenantes, des acteurs dont le rôle est bien organisé, et il faut un accompagnement. Pour planter, il faut financer tous ces travaux, il faut surveiller aussi, parce qu'un arbre, c'est une plante qui va pousser pendant une quinzaine, une vingtaine d'années. Si on a planté, mais que derrière, quelqu'un vient la détruire pour faire autre chose, ça va être embêtant. Parlons de faire autre chose. C'est vrai qu'on accuse les paysans, mais on a un autre domaine qui détruit la forêt, les promotions immobilières. Parce que de plus en plus, on veut plus de maisons. On détruit la forêt pour des promotions immobilières. La démographie est galopante, tout ça. Mais tout vient de là. Nous étions 4 millions, un peu plus de 4 millions d'habitants en Côte d'Ivoire après la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, nous sommes plus de 20 millions d'habitants. Mais cette population a des besoins, il faut la nourrir, il faut la loger, il faut la transporter, il faut lui donner des emplois, etc. etc. Et nous n'avons qu'un seul territoire. Donc tout ceci n'est qu'une seule et unique question, c'est une stratégie d'aménagement du territoire. Il faudrait repenser les habitations. Nous avons une politique d'aménagement du territoire. Il faudrait qu'on la termine. Les travaux ont commencé déjà depuis les années 2011. On voit parfois des choses apparaître dans le viseur du ministère du Plan et du Développement. Aujourd'hui, il est important que la politique d'aménagement du territoire soit organisée.
Sinon, le seul outil que nous ayons pour parvenir à aménager le territoire, accompagner un petit peu tout le monde, c'est la loi de 2003 sur les compétences territoriales des collectivités, des régions et des départements. Et donc là, de nouveau, il faut inviter les collectivités territoriales à bien regarder cette loi de 2003. Vous avez un tableau à l'intérieur, qui est responsable de quoi. Et maintenant, regardez-vous aussi comment aller à la rencontre de vos parties prenantes pour parvenir à les organiser. Est-ce qu'on peut revenir, avec la permission bien sûr de notre réalisatrice, sur les cartes, parce que les tableaux font peur. De 1990, oui. Ça fait peur. Hein. Et oui, ça, oui, moi, c'est resté vraiment dans mon esprit. La forêt, ça menuise dans notre pays. Et ça, je veux dire, c'est pratiquement, c'est naturel. C'est naturel, voilà, le défi de la déforestation. Si on peut avoir les cartes pour ceux qui viennent à peine de nous prendre hommage. Rassurez-vous, hein, dans quelques instants, on aura votre thématique avec Mme Bernadette Assou-Nguessan qui est là. Notre Cédric Lombardo local est très impliqué, vous le savez, dans la chose environnementale et c'est toujours un plaisir de l'avoir. Il fait partie donc des personnes ressources en matière d'environnement dans notre pays, en Afrique de l'Ouest, et c'est un bonheur de l'avoir sur ce plateau. On va discuter et puis revenir aussi sur la carte, si on peut mettre ça en diapo comme ça, afin qu'on puisse voir un peu. Là, c'est la lutte contre l'érosion hydrique, voilà. Et puis on a les cartes, voilà. Si on peut passer. Voilà, ça y est, elles sont justement, regardez un peu la physionomie des deux cartes. On n'a même pas besoin d'interprétation. Tout, tout se dit là. Absolument. Donc 1990, vous voyez le couvert forestier que nous avions à l'époque. Alors pour information, vous voyez ces petites surfaces en violet que vous avez, c'est justement le domaine de la SODEFOR et aussi le domaine de l'OIPR, puisque nous avons la SODEFOR qui gère les forêts classées de Côte d'Ivoire et l'OIPR qui est chargé des aires protégées. D'accord ? Donc cette déforestation aujourd'hui, elle est radicale. Les principaux motifs que nous avons pour la déforestation, naturellement, il y a eu la fameuse crise politique que nous avons traversée, et ce qui a entraîné des déplacements de populations. Ces populations sont rentrées dans nos forêts. Vous avez aussi les besoins de foncier qui sont venus, où le bâtiment a donné la place à la forêt. Et ça, c'est en seulement 25 ans. Hein. Oui, en seulement 25 ans. Imaginez dans 150 ans la physionomie qu'on aura de la carte de Côte d'Ivoire. Ah mais on ne peut pas. Là excusez-moi, c'est un cri du cœur. On ne peut pas rester sur une situation pareille. Bah oui. Aujourd'hui, la mission, l'engagement du chef de l'État auprès de la communauté internationale, pris à l'accord de Paris, présenté aussi aux Nations Unies, c'est de dire en 2030, nous serons passés de 11% du couvert ivoirien à 20% du couvert ivoirien. Donc, ce que vous voyez là, on ne peut pas aller plus loin que ça, parce que si les forêts ont un rôle pour la Côte d'Ivoire, de pluie, de ceci, de cela, vous avez aussi un impact sur les pays voisins. Le climat, lui, ne connaît pas de frontières. Il ne s'arrête pas, un nuage ou un nuage de pluie ne s'arrête pas à la frontière Côte d'Ivoire, Burkina Faso pour demander s'il va passer. Mais par contre, si nous avons une déforestation telle que nous la voyons sur notre territoire, les nuages de pluie ne se comporteront pas de la même manière en Côte d'Ivoire et dans nos pays voisins. Mais vous avez une idée de l'état des lieux en 2018 ? En 2018, soyons objectifs et soyons optimiste. En 2018, aujourd'hui, on a le RED+, donc qui est un secrétariat exécutif permanent qui travaille depuis plusieurs années, et on a ce RED+, maintenant qui a sa stratégie nationale. D'accord. Les dernières années ont permis de lever pas mal de fonds pour faire des études. Aujourd'hui, le défi, c'est que les fonds soient rendus disponibles pour l'action sur le terrain. D'accord. Donc, si le RED+ démarre véritablement sa stratégie, il va se passer quelque chose sur le territoire. Mais comme on est sur un domaine qui est souvent le domaine rural, où sont les terres pour replanter, où sont les partenaires pour replanter? D'accord. À très court terme, il y a 2 semaines de ça, la SODEFOR, avec la bénédiction du ministère des Eaux et Forêts, a lancé une table ronde de reboisement. Tous les acteurs étaient présents. Aujourd'hui, il y a une surface légale pour le reboisement. Maintenant, que cette table ronde ne soit pas un effet d'annonce, on a vu une volonté des acteurs, qu'on aille concrètement rencontrer, organiser, financer et agir sur le terrain. Merci beaucoup à vous, Cédric Lombardo. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Vous avez constaté un matin bonheur. C'est des consultants, des chroniqueurs au fait donc de leur art. Et ça fait plaisir parce que notre but, tous les jours, c'est de vous informer et de faire en sorte que vous puissiez avoir des informations franchement concrètes, établi avec beaucoup de minutie. La suite de cette émission, c'est la thématique. Les mercredis, c'est famille. Et aujourd'hui, nous allons aborder un thème assez intéressant, comme tous les autres d'ailleurs. Est-ce que ça compte une grande différence d'âge entre frères et sœurs? Madame Bernadette Assou-Nguessan est avec nous. Nous allons vous proposer donc le postulat. Et ensuite, sur ce plateau, comme par magie, elle sera installée là. Et on va commencer la discussion. On y va. Valentin est né alors que son grand frère, l'aîné de la famille, avait déjà 15 ans. Son grand frère s'est beaucoup occupé de lui, l'a aidé à grandir. À la mort de leur père, les parents ont donné une certaine responsabilité au grand frère. Maintenant que Valentin a grandi,
les préoccupations ressemblant un peu à celles d'un parent sont toujours là. L'écart d'âge entre mes grands frères et moi, c'est entre 10 et 15 ans. C'est lui qui est mon papa, c'est lui qui me scolarise, c'est lui qui fait tout pour moi. Donc c'est mon papa. Parce que notre papa est décédé très tôt, donc c'est lui qui fait tout pour moi. C'est une relation entre père et fils, il n'y a pas de différence entre ses enfants et moi. Cela n'empêche pas la relation fraternelle, mais elle est un peu différente. Une relation fraternelle teintée de maternelle. Une telle relation est vécue par de nombreux frères et sœurs et chacun l'apprécie à sa manière. La différence d'âge compte. Ça compte beaucoup pour moi. Parce que je me dis que normalement c'est l'aîné qui prend des décisions par rapport à la plus petite. Et ensemble, on peut en discuter, débattre pour avoir un point de vue commun. Bon, j'ai pas grande relation avec elle. C'est juste allô, comment tu vas, bonjour, et puis bon, c'est tout quoi. Il n'y a pas trop d'affinité entre nous. L'écart d'âge entre nous, c'est 10 ans. Elle me voit comme la dernière de ses sœurs, la cadette en tout cas. Du genre, je ne peux pas lui donner un conseil pour qu'elle puisse appliquer quoi. C'est bon pour la maman en tout cas. Je trouve que c'est pas normal hein. En tant que petite sœur, bien s'il y a des dits sur une personne, tu peux lui donner des conseils. Je ne vois pas où est le problème, pourquoi il va compter pour moi, puisque moi, ma petite sœur, il y a un différent âge, puisque je la dépasse de 18 ans, non. Je ne trouve pas qu'il y a un problème pour ça. Elle m'appelle Tonton. Moi-même, j'ai l'intérêt de m'appeler Tonton, puisque je suis son grand frère. Elle n'a pas le droit de m'appeler Tonton, je dois m'appeler Claver, par mon nom. Donc, elle m'appelle, c'est maintenant l'habitude à m'appeler Claver. Je me vois à la place du papa. Parce que c'était comme j'avais les moyens, mes petites sœurs devaient être auprès de moi. J'ai de très très bonnes relations avec mon aîné. Très très bonnes, on s'entend parfaitement bien. On va dire on est plus amis que sœurs. On se parle de tout, de rien. Ça va. Il y a 10 années entre nous. C'est plutôt une conseillère, une grande sœur. Elle est toujours à l'écoute, connaître les besoins de tous et de chacun. Dans la mesure du possible, elle aide. Elle est sans façon en fait. Et moi, je l'appelle ma petite maman parce que c'est plutôt elle qui s'occupait de moi. Donc, mais elle n'est pas pour autant possessive ou dictateur comme on le dit. Elle est plutôt à l'écoute. Elle est très 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 ouverte. Une relation parentale que fraternelle les coupe un peu du plaisir d'être ensemble et là, les échanges sont moins évidents. Mais avec le temps, plus on vieillit, témoignages de frères et sœurs, la situation a tendance à évoluer. Les écarts se resserrent, les différences s'estompent, on peut même devenir complice. En clair, les échanges sont plus faciles, les relations changent. Voilà, de retour sur le plateau de Matin Bonheur. Le décor est planté. Notre spécialiste, notre psychologue, Mme Bernadette Assou, est également installée. Madame, la première question qui me vient en tête, est-ce que la différence d'âge entre les frères et sœurs agit sur leur entente? Agit sur l'entente, on peut répondre non, véritablement. Mais le problème de l'entente, tel que vous le posez, c'est peut-être en termes d'affinité ou de rapprochement. En ce moment-là, on peut dire non, puisque par rapport aux différents témoignages, il y a que les personnes ne sont pas de la même génération. Et donc, il y a tendance à avoir peut-être s'installer des conflits de génération. Quand il y a 10 ans ou 15 ans, il y a entre les deux âges, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et les intérêts ne sont plus communs. Dans la mesure où les intérêts ne sont pas communs, bon, naturellement, il y aura moins d'affinité et moins de rapprochement. Donc cela peut être un problème parce que moi, j'ai dépassé l'adolescence. Je suis une femme presque accomplie. Et puis là, j'ai à m'occuper de ma petite sœur qui est encore dans ses poupées, alors que moi, je suis plutôt intéressée par le fiancé qui va venir. Vous voyez que les intérêts feront que la différence va se faire sentir tout de suite. Alors, je reste dans la même veine, hein, dans le même esprit que Nessie. Alors, est-ce que l'écart d'âge conditionne le respect? Absolument. Beaucoup plus encore pour nous, Africains et Ivoiriens, puisque nous disons que le respect est dû à l'âge, le respect est dû aux plus âgés et à celui qui est plus âgé, on lui accorde donc la sagesse, on pense qu'il est sage, on pense qu'il a plus d'expérience. Donc ça impose naturellement le respect. Le respect des aînés, c'est quelque chose qui est établi, même de par Dieu. Tu donneras obéissance à ton père et aux aînés qui sont devant toi. Et donc, par rapport à cela, oui, ça impose le respect. Mais toute chose, il faut savoir raison garder.
Si on a un grand frère ou une grande sœur qui n'a aucune sagesse, bon, le respect, les éléments qui peuvent conditionner ou qui peuvent emmener naturellement le respect de la personne, si ces éléments ne sont pas respectés, naturellement, le respect ne va pas s'installer tout seul. Donc, oui, ça implique le respect, mais dans certaines conditions, si les conditions qui demandent le respect ne sont pas respectées, le respect ne s'installera pas. Et pour les parents, s'ils veulent qu'il y ait un lien particulier entre leurs enfants, est-ce qu'ils doivent véritablement mettre l'accent sur la différence d'âge? Bon, c'est un facteur d'éducation, hein, de dire aux enfants qu'il faut respecter celui qui était né, celui qui est venu avant, qui connaît un certain nombre de choses et tout cela, et qui peut vous aider. Parfois, les parents sont ce qu'ils sont. Et si les enfants sont nombreux, il faut voir les conditions de vie. Si les enfants sont nombreux, si les parents sont trop occupés, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent rentrer en ligne de compte. De savoir qu'on peut compter sur celui qui est devant soi, qui est beaucoup plus âgé, qui a certainement traversé, même en 5 ans ou 10 ans, un certain nombre de choses, qui a appris des choses de par les parents et qui peut les transmettre beaucoup plus facilement parce qu'on se dit on est frères, ce n'est pas la hiérarchie des ordres, de l'autorité, mais c'est quand même la fratrie. Et dans la fratrie, il y a beaucoup plus de choses qui peuvent passer plus facilement qu'avec le père ou la mère qui sont l'autorité parentale. Dans l'élément, on a entendu des phrases du style « c'est mon papa, elle se prend pour ma maman, c'est bonjour, bonsoir entre nous on a parlé d'amitié, de conseils, de complicité. Parlez-nous un peu de l'univers, de la grande différence d'âge. C'est composé de quoi? Mais chacun vit son enfance et chacun vit sa vie, quel que soit l'âge. Si je prends, par exemple, la grande différence, le tout petit qui a 5 ans et le plus grand qui a peut-être 15 ans, ou même 20 ans, mais le tout petit, il va vivre dans son univers, dans son univers d'enfant de 5 ans, mais en sachant qu'il a un recours, il a un grand frère à qui il peut tendre la main, qui peut le conduire, qui peut l'accompagner, à qui il peut poser des questions, qui peut être son complice. Le tout dépend de la manière ou du mode éducatif instauré par les parents. Et surtout aussi, les raisons de cette différence d'âge. Si la différence d'âge est du fait que les parents ont cherché longtemps et que naturellement les choses ne sont pas faites comme elles devaient se faire et que l'autre arrive beaucoup plus tard, l'investissement affectif que les parents mettront dans l'enfant qui arrive, parce qu'il a été véritablement désiré, on n'y pensait plus, on n'espérait plus rien. Puis 15 ans après, il arrive parfois, la maman se retrouve, si c'est une jeune dame qui a commencé à avoir son premier enfant à 30 ans, elle a 35 ans parce que le petit a 5 ans déjà. Et puis vous imaginez, 15 ans après, donc elle est déjà dans la cinquantaine, et un autre enfant arrive. Est-ce qu'on a la même énergie pour s'occuper de cet enfant-là? Qu'est-ce que j'y ai investi? Je n'y pense plus, je pense à ma ménopause et tout cela. Et puis un enfant vient. Est-ce qu'il est véritablement désiré au moment où il arrive? Est-ce que j'ai encore les ressources physiques, financières, affectives pour m'occuper de cet enfant? Dans quelles conditions il arrive? Et la raison aussi, ça peut être une recomposition familiale. Les parents se sont séparés, et puis je me retrouve avec maman ou avec papa, et c'est au bout de 10-15 ans que me vient un petit frère ou une petite sœur. J'en fais quoi? Est-ce que c'est mon petit frère véritablement, juste parce qu'on partage un parent? Ou bien je m'investis en me disant, oh, c'est mon petit frère, il est là, c'est mon petit frère. Bien entendu, avec l'écart d'âge, j'ai des préoccupations complètement différentes, des centres d'intérêt complètement différents. Qu'est-ce que j'en fais? Donc, ça peut être compliqué, mais ça peut être tout à fait aisé. Surtout que pour nous, en Côte d'Ivoire et particulièrement pour l'Africain, le problème ne se pose pas. Les choses sont préétablies et on rentre dans le moule et puis on y va. C'est naturellement pour cette raison que dans l'élément qui a été présenté, il y a quelqu'un qui disait « mais elle m'appelle tonton ». Je lui ai dit « non, je suis ton frère, ne m'appelle pas tonton ». Ça va de soi, parce que dans l'éducation africaine, les aînés, c'est l'obligation de respecter. Et donc, celui qui est au-dessus de moi,
naturellement, on a envie de dire tonton, parce que c'est l'un des signes dans le langage aussi et dans le comportement qui dit c'est le respect, il est au-dessus de moi, il est bien plus âgé que moi et tout cela. Voilà. On a des aînés qui ont tendance à se prendre pour les parents, surtout quand le petit est beaucoup plus petit. Oui. Comment le petit frère doit se comporter face à cela, face à un aîné qui se prend pour le père ou la mère? C'est vrai que il faut savoir nous sommes où. Si nous sommes sur le modèle cadré occidental, très vite, le petit va se sentir étouffé ou gêné par la présence de ce grand frère ou de cette grande sœur qui se prend pour la maman ou pour le papa. Et très vite, ça va se faire sentir. Tu n'es pas mon père et du coup, tu n'es que ma sœur. Mais si nous sommes dans le modèle africain où nous sommes dans la tendance du respect de l'aîné et de même quand il n'y a pas 10 ans, on a tendance à vouloir appeler le plus grand par respect, même pas par son nom. C'est très rare dans l'éducation africaine, ivoirienne, d'appeler son aîné par son nom. Fût-il être votre frère ou votre sœur, on cherche quelque chose, un autre surnom, quelque chose de plus affectif pour l'identifier, pour l'appeler. Grand frère, grande sœur. Grand frère, grande sœur, on ne dit pas le nom du grand frère. Une certaine pudeur. Une certaine pudeur, une certaine retenue. Parce que dans l'éducation, on apprend, dire le nom, c'est comme de l'effronterie. Alors que le modèle occidental nous offre donc d'appeler les personnes par leur nom. Et donc, il faut savoir où nous sommes dans quel cadre. Alors, Madame Guissin, l'aîné, est-ce que parfois l'aîné ne voit pas d'un mauvais œil ce trop plein d'affection là qui est conféré au petit dernier ou à la petite dernière, au Benjamin ou à la Benjamine? Est-ce qu'il ne se dit pas, mais moi, quand j'étais là, moi, je n'ai pas bénéficié de tout ça? Est-ce que cela ne biaise pas un peu les rapports? Bon, les rivalités entre frères, ça, ce sont des choses qui existent de façon naturelle. Hein. J'étais tout seul, j'avais tout pour moi. J'avais l'attention, les moyens, les cadeaux. J'avais tout pour moi. Et puis tout d'un coup, et ça a duré longtemps. Parce que pendant 10 ans, pendant 12 ans, 15 ans, j'ai bénéficié de tout ça tout seul. Et puis tout d'un coup, voilà un intrus qui arrive. L'intrus qui arrive, il va me prendre l'affection de ma mère, tout est pour lui, on a Dieu que pour lui. Et on se dit, moi j'ai déjà tout eu. Et avec cet enfant-là, on a tendance à être moins exigeant qu'avec le premier. Parce qu'avec le premier, on peut faire beaucoup d'erreurs puisque c'est le premier. C'est comme l'initiation. Mais quand un autre survient, ou peut-être entre les deux, il y a eu d'autres, on a eu le temps de voir les erreurs qu'on a commises et de corriger les choses et d'être peut-être moins sévère, d'être plus attentif, d'être plus relax. Et tout cela, l'aîné peut ne pas apprécier parce que quand on a un enfant aîné, c'est l'exigence que cet enfant est le modèle. Et donc, l'éducation donnée au premier est généralement très stricte. Bon, ça peut aller dans tous les sens. Hein. Ça peut être très strict, de façon générale, est très strict, parce qu'on veut qu'il devienne le modèle pour les autres. Ou ça peut être, parce que c'est mon premier-né, je lui donne tout, donc on fait de lui un enfant gâteau. Mais toujours est-il que, à un moment donné, ce qu'il avait pour lui doit être partagé. Et les parents peuvent ne plus avoir les mêmes ressources. 10 ans, 15 ans, c'est beaucoup. On n'a plus l'énergie nécessaire. Et on est dans peut-être une carrière professionnelle qui prend peut-être plus de temps. Donc, les choses, naturellement, changent. Et donc, forcément, les conflits d'intérêts peuvent naître. La différence d'âge n'explique pas nécessairement le conflit entre les enfants. Même quand on a juste 1 an ou 2 ans de plus, le problème vient dans le partage. Il faut partager. Est-ce que j'ai appris à partager? Comment est-ce que je dois partager? Ça, c'est l'éducation que nous avons donnée qui peut nous conférer donc l'attitude que nous allons avoir avec le frère, même s'il y a 10 ans ou 11 ans ou 2 ans entre nous. Et pour éviter d'avoir des malentendus, pour éviter que nos enfants se regardent en chien de faïence, est-ce qu'il y a un écart d'âge idéal? Un écart d'âge idéal, peut-être pas. L'être humain, il n'y a pas de canevas ou de moule dans lequel on peut mettre un être humain pour dire c'est comme cela ou c'est comme ceci. Mais nous disons que par rapport aux préoccupations, si nous faisons des enfants trop rapprochés,
Pourquoi est-ce que le planning familial a été instauré? Parce que cela use les femmes. Et les bébés aussi n'ont pas le temps d'être bien pris en charge le temps qu'un autre arrive. Parce que la grossesse rapprochée, la deuxième grossesse peut se passer plus difficilement ou plus facilement, mais rapprocher le bébé qui est déjà là ne peut pas profiter donc de la mère entièrement. Mettre un trop grand écart aussi peut vous fatiguer, vous épuiser, parce que après 10 ans, on perd les habitudes, les repères de materner, de redevenir la mère maternelle, la nounou. On perd les repères et ça peut être difficile de recommencer parce qu'il s'agit de reprendre la chose, de recommencer, redevenir une nouvelle jeune maman. Et cela peut être difficile à cause des éléments qui nous entourent. Maintenant, les raisons pour lesquelles l'écart d'âge est installé aussi est importante. Nous disons que s'il doit avoir un âge, c'est un juste milieu des choses. Je suis suffisamment bien disposée. Celui que j'ai eu est déjà suffisamment mature, en termes de maturité relative à son âge. Il commence à être autonome, il a appris la propreté, il peut faire un certain nombre de choses tout seul, mais avec toujours la surveillance d'une personne. Alors, moi-même, je me sens bien dans mon corps pour avoir un autre enfant. Dans mon entourage, avec la relation avec le père, ou la relation avec le père ou avec la mère est suffisamment bonne, nous sommes dans une parfaite harmonie. Tous ces éléments aplanis, nous pouvons avoir et accueillir un deuxième ou un second enfant. Voilà, c'est à chaque couple de déterminer l'écart qui lui est nécessaire de fixer entre les enfants. Mais généralement, on parle de 3, 4 ans, 5 ans. Mais ça, je veux dire, chaque famille doit pouvoir déterminer l'écart entre ses enfants. En fonction des réalités. En fonction des réalités. On a un témoignage assez édifiant qui va vous faire rire, hein, Madame Bernadette Assoun-Nguessan. C'est qu'il y a une complicité, je m'appelle José, j'ai une complicité telle avec ma grande sœur et mon aînée de près de 22 ans. 22 ans. Et parfois, quand je fais des gaffes à l'école, elle venait et elle jouait le rôle de ma mère. La ressemblance aidant, tout le monde tombait dans le panneau. C'est une très très bonne relation que j'ai gardée avec elle qui continue jusqu'aujourd'hui parce que nos parents ne sont plus. Excellente. Beau témoignage. Beau témoignage. Et nous disons qu'à la vérité, l'expérience des plus aînés doit pouvoir nous enrichir et nous devons en profiter que de voir en eux des adversaires ou des ennemis. Non, au contraire, c'est une richesse de ce qu'ils ont traversé le temps et du fait que nous sommes des frères. Ce n'est plus la relation hiérarchique autorité parentale, mais c'est toujours amoindri. Et donc, c'est un grand bénéfice. Et je dis, c'est une excellente chose d'avoir pu profiter de cette confidentialité, de cette amitié. Et donc, c'est bon. Est-ce qu'un parent, est-ce que le fait qu'un parent a été, par exemple, un petit frère ou ait vécu dans une ambiance familiale où il y avait une grande différence d'âge, est-ce qu'à son tour, quand il devient parent, il comprend ou bien ça aide à l'épanouissement des enfants? Ce qu'il fait en bas âge lui aussi, par exemple. Est-ce que ça aide? Ça aide. Quelle a été son expérience? Quelle a été son éducation? Qu'est-ce qu'il a traversé? Quel est son bagage? Qu'est-ce qu'il a acquis au point de vue affectif, au point de vue émotionnel, à tous les points de vue? C'est cela qui va servir dans sa vie de nouveaux parents ou d'adulte qui sera devenu. C'est son parcours, même pas véritablement l'écart d'âge en tant que tel. Voilà. Et comment doit se comporter l'enfant qui, en même temps d'être parent et grand frère? Alors, malheureusement, ça, c'est dans notre réalité, nous, de ce que nous avons tendance à tout de suite déléguer notre rôle de parent aux aînés, au point même où, même à notre présence, de dire, bon, j'ai fini ma part, c'est les grands frères maintenant qui doivent jouer le rôle parental. Ça, c'est pas bon. Il ne faut pas. Ce sont des rôles sociaux traditionnellement dévolus, bien définis, avec des contours et des contenus bien clarifiés qu'il ne faut pas négliger. Un père reste un père avec des prérogatives de père, autorité parentale première, et la mère, une mère, autorité parentale en second, mais qui a la responsabilité donc la grande partie de la responsabilité de l'éducation à donner aux enfants, à veiller aux bons soins de l'enfant. Donc, ce rôle de parent, il ne faut pas le déléguer aux grands frères, même s'il y a 15 ans, 20 ans, même si on est fatigué, même si on a moins de ressources, il ne faut pas
le déléguer absolument au point de nier son rôle parce que ce n'est pas bénéfique pour l'enfant qui pense que vous n'avez pas besoin de lui, que vous ne l'aimez pas et que vous ne le désiriez peut-être pas alors que ce n'est pas votre volonté. Il faut toujours, quel que soit l'âge, manifester son amour et son attention à son enfant parce que c'est cela qui l'aide à grandir et à bien grandir. Merci beaucoup, merci beaucoup. Quelle que soit la différence, pas d'âge, hein, mais de lieu, nous on a été très heureux d'être en votre compagnie, mesdames et messieurs. Soro, félicité à tracer le contour technique de cette émission. C'est fini pour aujourd'hui, Nessie. J'ai été très heureux d'être avec vous. Oh, plaisir partagé, plaisir partagé. Merci beaucoup pour les informations que vous nous avez données. On ressort de cette émission beaucoup plus grandi. Et demain, c'est le même programme, tout aussi enrichi que celui-là. On vous laisse en compagnie des programmes de la RTI 1. À demain. Audio Jungle.